C'est un article un peu différent que je te propose aujourd'hui, car il a été réalisé par Bastienne, que j'ai invité sur harmoniedécor.fr pour vous parler de sa spécialité. En effet, Bastienne est l'autrice du site parents-enfants-connectés.com. Alors, ça s'écrit parents avec un S, du 6, enfants avec un S, du 6, connectés au pluriel.com. Il est destiné principalement aux femmes qui ont des intentions de bébé ou pour les familles avec des enfants en bas âge. D'ailleurs, si tu es dans ce cas précis, je te suggère de te rendre sur sa boutique. Tu y trouveras des fiches d'aide concernant les problématiques les plus fréquentes au moment de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant. Ces fiches sont toutes à prix très doux, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, au moins par curiosité. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a également de multiples articles où tu trouveras de nombreux conseils utiles. Dans cette vidéo, Bastienne va t'expliquer comment préserver ton couple lors de l'arrivée d'enfants dans celui-ci. C'est en effet une période de tous les dangers pour le couple. Je te laisse donc en sa compagnie. Je te demande juste un peu d'indulgence pour la qualité sonore de l'enregistrement. Mais le plus important, tu en conviendras, c'est le contenu. Comment préserver son couple à l'arrivée des enfants? Nous allons voir 3 périodes pendant lesquelles l'enfant peut bousculer la vie sexuelle d'un couple et 4 points essentiels qui permettent de préserver son couple. Pendant la période de préconception. Si tu fais partie des personnes qui ont des difficultés à concevoir un enfant, tu es sans doute concerné par ce paragraphe. Le projet bébé fait que l'enfant est en réalité déjà présent au sein du couple. L'enfant, comme projet de couple et de famille, peut devenir une obsession, et chaque moment d'intimité peut devenir source de forte attente, de frustration, d'angoisse, surtout si cela fait des années que vous êtes en essai bébé. La sexualité et l'amour peuvent donc en être affectés. Dans ce cas-là, il est important de re-questionner l'amour au sein du couple. Est-ce que j'aime toujours mon ou ma partenaire? Et d'explorer différents thèmes entourant l'intimité du couple. La complicité, le désir ou le devoir, les fantasmes, la routine, le consentement, l'environnement, etc. Peut-être que l'arrivée d'un enfant tarde à venir en partie parce qu'il y a des blocages au niveau sexuel, qu'il est bon d'explorer en parallèle de ce désir de devenir parent, si tel est toujours le cas. Pendant la grossesse. Cette période amène généralement des changements dans l'intimité du couple, en matière de désir et de fréquence. Faire l'amour avec pénétration pendant la grossesse n'est contre-indiqué que dans les situations suivantes. Placenta mal positionné, une placenta prévia, dilatation importante du col de l'utérus, rupture des membranes amniotiques, des douleurs au ventre, autres situations signalées par les responsables de suivi de grossesse. L'utilisation d'un préservatif est requise lorsqu'il y a un risque d'infection par des MST, notamment l'herpès. Le reste du temps, faire l'amour n'a aucun impact physique sur le bébé, qui est bien à l'abri, ni ne peut provoquer une fausse couche ou un accouchement prématuré. Toutefois, on peut sentir l'utérus se contracter pendant l'orgasme, mais cela est tout au plus un peu gênant. Le couple, en préservant une communication de qualité, peut faire en sorte de trouver d'autres manières d'être en intimité, sans pénétration, changement de position, plus de tendresse. Aussi, il se peut que le couple ressente un blocage physique ou psychologique vis-à-vis de l'autre du fait qu'il devienne père ou mère. Par exemple, tu es un homme, tu vois ta femme se transformer pour devenir mère, et tu n'es soudain plus attiré alors qu'elle n'aurait envie que de faire l'amour tout le temps. Ou bien tu es une femme et tu ne te sens déjà plus que mère tellement ton nouveau corps te chamboule et que tu ne fais qu'une avec ton bébé alors que ton homme est en demande d'intimité. Historiquement, nous héritons d'un fonctionnement collectif dans lequel les femmes étaient cantonnées à la maison à s'occuper des enfants. Elles n'avaient un statut que de mère. Et les hommes, quant à eux, vivaient avec la mère de leur enfant et vivaient généralement une sexualité en plus en dehors de ce couple. C'est-à-dire que le couple avait une sexualité plus destinée à la reproduction. La société a évolué, les femmes se sont davantage libérées, les hommes ont pris davantage de place auprès des enfants. Bon, tu n'apprends probablement rien en me lisant, car ton intellect, ou ton néocortex, c'est bien tout cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ton système limbique, donc ce sont les connexions neuronales de ton cerveau émotionnel, met plus de temps à intégrer l'information de cette évolution de société récente et encore en cours.
Notre cerveau limbique a généralement besoin de plusieurs générations pour intégrer les changements de notre époque. Donc, l'expression du désir et du plaisir de la femme en est encore parfois à ses balbutiements. Parfois mal connue par elle et encore plus par monsieur qui peut parfois être bloqué, voire effrayé par cette femme qui montre sa puissance à travers son énergie sexuelle. Donc ce n'est pas forcément quelque chose dont il a conscience, mais ce paragraphe a pour but de t'aider à déceler si c'est ça que vous vivez. Enfin, l'homme a souvent été violent ou absent pour ses enfants. Et donc cet historique crée des peurs chez la femme, la future mère, qui peut tout à coup redouter que cet homme devienne le père de ses enfants. Même si la femme aime cet homme et a confiance en lui, les expériences des générations précédentes peuvent influencer ses comportements, notamment sexuels. Connaître cet historique rationnel peut déjà te rassurer, et puis tu es en mesure de modifier petit à petit tes comportements, dire à ton corps qu'il peut être en confiance avec l'autre, travailler sur toi pour apprendre de nouveaux comportements, dégager certaines mémoires familiales par des pratiques corporelles et énergétiques, etc. Ensuite, une autre période, c'est à l'arrivée des enfants. C'est un chamboulement, le nombre change. L'arrivée d'un enfant, un petit être, totalement dépendant de ses figures d'attachement, modifie la donne au sein du couple. On passe de 2 à 3, voire 4, 5. Cet enfant acquiert de l'autonomie, petit à petit, et nous sommes là en tant que parents pour l'accompagner tout doucement dans ces étapes. Sans le pousser trop vite pour qu'il devienne enfin autonome et indépendant, car cela serait accélérer un processus qui va à l'inverse de sa maturité physiologique, mais sans non plus le garder éternellement enfant. Particularité de la période postpartum. Donc la période postpartum, c'est la période qui va de l'accouchement jusqu'au retour des règles. Donc cette période peut être particulièrement éprouvante. Le baby blues, qui est un état de déprime, touche entre 50 et 80% des femmes. Il faut savoir qu'elle touche aussi les hommes, généralement dans une moindre mesure. C'est un état passager, jusqu'à une dizaine de jours, à partir du 3e jour post-natal, dans lequel on peut sentir de la solitude, de la mélancolie, des angoisses, de l'insécurité, de l'irritabilité. En voici les causes principales. Changement hormonal, accouchement difficile, voire traumatique, ou séparation mère-bébé à la naissance, situation de monoparentalité, séparation, environnement provoquant l'insécurité, événements à la maternité, famille qui débarque, cocon non préservé, fatigue, pression ou désintérêt de l'entourage et poids de cette nouvelle responsabilité, désillusion de son bébé idéalisé. Ce baby blues se transforme en dépression postpartum chez une femme sur 10 et un homme sur 20. La dépression postpartum correspond aux mêmes symptômes que le baby blues, mais elle dure dans le temps. Ce sont les mêmes mécanismes en jeu dans le burn-out parental. Il est vraiment important de réaliser lorsque l'on glisse petit à petit dans cet état dépressif pour demander de l'aide, car sinon il peut conduire jusqu'au suicide. Ceci est posé afin de bien réaliser que le changement dû à l'arrivée d'un enfant est bien réel. Selon l'état émotionnel des personnes composant le couple, l'heure peut ne pas être à la fête d'être devenus des parents, ni à la joie de se retrouver dans l'intimité. Si l'un des deux est au courant de cet état de fête et sait repérer ce qui se joue chez son partenaire, il est bien sûr la première personne qui prendra soin de lui et donnera l'alerte si besoin. Préserver son couple à l'arrivée des enfants en 4 points. Les 4 points correspondent à des comportements et à un état d'esprit général, qui sont le ciment des petites actions. Premier point. Il n'y a pas à choisir entre être un homme, une femme et un père, une mère. Le couple, une fois l'enfant né, acquiert une nouvelle fonction, celle de parent. Il est évident que lors de la première année de l'enfant, celui-ci demandera beaucoup aux parents, du soin, de la protection et de l'attention. Une clé importante pour préserver le couple est de savoir que tu n'es pas qu'une mère ou qu'un père. D'où le mot fonction que j'emploie. Tu peux être pleinement l'un et pleinement l'autre. Il s'agira donc de s'autoriser et de consacrer des temps amoureux et également d'accepter les périodes où cet équilibre est plus difficile à maintenir. En tant que femme, on peut avoir son bébé en porte-bébé tout en enlaçant avec tendresse son compagnon. En tant qu'homme, on peut aussi avoir un regard coquin et complice lorsque sa femme dévoile un sein pour allaiter le bébé. Tout ne peut pas toujours se vivre au même moment, mais on peut garder un état d'esprit de complétude. Deuxième point, distinguer le couple parental du couple conjugal. Donc il découle du premier.
Il est important de faire la distinction entre le couple parental et le couple conjugal avec le bon dosage de chaque fonction. Le couple conjugal peut ne plus se sentir amoureux tellement le couple parental a pris le dessus, et le couple parental peut être défaillant envers l'enfant si le couple ne se soucie que de son lien amoureux. Faire cette distinction est d'autant plus importante et visible en cas de séparation, quand il y a un enfant et que celui-ci devient éventuellement un enjeu. Le mélange entre couple conjugal et couple parental a de fortes chances d'entraîner du chantage affectif ou une vengeance incluant l'enfant, un refus catégorique de toute proposition et décision à prendre pour l'enfant de la part de l'un des deux partenaires, parce qu'il y a encore de la rancœur, des non-dits et tout un tas de choses non réglées au sein du couple conjugal. Alors autant essayer de communiquer un minimum dans l'intérêt de l'enfant, en tant que couple parental, qui existera au moins jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Cela lui permettra de mettre de côté ou régler ses griefs d'un ex-couple amoureux. Troisième point, sortir de la relation acquise. Le couple peut être tenté de tomber dans une relation acquise, sans le vouloir bien sûr. Ça peut arriver avant d'avoir des enfants, ou en ayant jamais d'ailleurs. Mais généralement, ce fonctionnement est plus fort à l'arrivée des enfants. Une relation acquise dans un couple apporte une forme de sécurité affective démesurée, où chacun oublie le fait qu'il peut quitter l'autre et être quitté. Cela s'assimile à considérer le partenaire comme un membre de sa famille. Pourquoi ? Parce qu'un membre de la famille est un lien pour toute la vie, on ne le quitte jamais, et que ça rassure d'être en famille. Le problème, c'est que c'est à la base de comportements tue l'amour, qui sont à éviter à tout prix pour garder ta libido. Par exemple, en voici deux. Le premier, c'est le fait d'appeler le conjoint maman ou papa auprès des enfants. Par exemple, peux-tu aller voir papa ? Ou maman nous a fait un bon repas. Quand ces termes sortent de la bouche du parent, on pourrait croire en fait qu'il parle de ses propres parents. À force de le répéter des dizaines de fois par jour à son conjoint, cela s'inscrit en soi et l'on finit par prendre son conjoint pour un parent. Donc je préconise plutôt de dire aux enfants ton papa ou ton père, ou bien ta maman ou ta mère, ou bien de l'appeler par son prénom. Pour autant, l'enfant continuera d'appeler son parent papa ou maman. Le deuxième point, c'est d'avoir de l'autorité sur son conjoint comme sur ses enfants, donc de se comporter en mère ou en père avec lui, en lui donnant des ordres ou en l'infantilisant. Supprimer ces comportements et l'état d'esprit qui va avec vous aidera dans votre libido. En effet, lorsqu'un amoureux donne un ordre à sa conjointe, cela la renvoie à une position d'enfant. Et cela ne favorise ni pour l'un ni pour l'autre une relation d'adulte ayant une sexualité. Il arrive plus souvent que ce soit les femmes, car ce sont elles qui ont l'habitude de gérer la maisonnée et de mieux savoir comment s'occuper des enfants, mais l'inverse est vrai aussi. Donc bon, surtout, gardez votre séduction. Ensuite, le point 4, c'est la complémentarité homme-femme et l'autorité féminine et masculine. Diminuer les conflits dans le couple passe par une acceptation de nos différences innées, de nos qualités. Au lieu de vouloir chercher à se défendre de l'autre et à devenir son égal, donc pour ne pas être violenté pour la femme, et pour l'homme, c'est pour ne pas être écarté du foyer et des enfants. Il est préférable d'apprendre à s'accepter et s'aimer soi-même dans notre propre identité sexuée, et l'autre dans la sienne évidemment, et de créer ensemble une belle complémentarité. Celle-ci se retrouvera ensuite dans l'autorité que chacun donne aux enfants. Elle peut être sur un même fil conducteur discuté ensemble au préalable, et pour autant, l'homme sera peut-être un peu moins patient. Car en vrai, qui est plus patient qu'une femme ayant attendu 9 mois pour l'accueillir ? Et moins doux qu'une femme quand il s'agira de coucher les enfants. Et puis, la femme, de son côté, aura peut-être plus de mal à poser une limite nette et franche dans la même situation. C'est ok, on peut apprendre à s'ajuster et apprendre aussi à s'accepter dans nos différences, ce qui renforcera la complémentarité. Et la complémentarité elle-même renforcera l'attirance dans le couple conjugal. Et ainsi, la boucle est bouclée. Pour toute personne qui sent que son identité sexuée ne correspond pas à sa biologie et qui en souffre, je recommande vivement d'aller vers un travail personnel. Les constructions psychiques viennent de l'enfance, mais aussi du vécu des générations précédentes, et également, selon moi, d'expériences de vie passées. C'est donc à toi de voir, à creuser selon tes croyances et ton ressenti. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces.
abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire, et à bientôt.